Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Vous avez pris place ce soir dans ce bel endroit pour la deuxième édition de la cérémonie de remise de prix de recherche par la Fondation Roquette. This event will be held a bit in English and with a lot of French, but we will make sure, everybody, if you don't understand French, that you will get some parts of tonight's award. Bienvenue à toutes les personnes qui sont dans cette salle, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent en live. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis accompagné de Margot, qui est là pour animer la cérémonie avec moi ce soir. Bienvenue à toutes et tous, et je suis ravie de partager aujourd'hui cette cérémonie avec Geoffroy. On a voulu que cette cérémonie elle soit la plus interactive possible. C'est pourquoi vous allez avoir à l'écran, juste derrière moi, un QR code pour accéder au chat, ce chat qui vous permettra de poser vos questions, de mettre des messages ou de commenter toute la soirée. Vous pouvez ressortir vos téléphones portables qui sont en mode silencieux, bien entendu, pour scanner ce QR code et accéder au chat. Vous qui êtes en live aussi, on vous invite à suivre cette soirée, à participer de manière interactive pour vous sentir proche de nous avec la barre de chat qui est sur la droite de votre écran. Welcome to the 2022 Rocket Foundation Research Award. Do not hesitate to use the chat. We are going to make it as international as possible. Ce soir, notre soirée va être aussi riche et dense. Dans un premier temps, nous allons recevoir Laurent Reber, lauréat de la première édition, qui va nous parler d'actualité et d'avancée de son projet. Il était le lauréat de l'édition 2020. Nous accueillerons ensuite Éric Boulanger qui nous parlera vieillissement et bons conseils pour mieux vieillir. Pour poursuivre cette soirée, nous aurons la chance d'assister au prix Coup de cœur remis par Anne Lambin, déléguée générale de la Fondation Roquette. Ensuite, Aurélie Zunino et Manon Dugré de la Cheranca viendront nous parler comportement alimentaire des 18-35 ans et alimentation durable. Cette interview sera suivie du moment tant attendu, évidemment la remise du prix de la recherche par Édouard Roquette, président du groupe et de la Fondation Roquette. Et puis on conclura cette soirée avec Bastien Donien des Paniers de Léa pour un cocktail santé. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir Laurent Reber en duplex. Welcome, you are last year laureate winner. We're really happy to be with you tonight. I hope you can receive us right now. J'espère que vous pouvez nous recevoir. Soyez le bienvenu. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je dois le faire en anglais ou en français. En français, c'est très bien, Laurent. Merci. Comme vous voulez. Bienvenue Laurent Reber, donc vous êtes directeur du laboratoire INSERM de physiopathologie de Toulouse et vous êtes évidemment le lauréat 2020 du prix de la recherche de la Fondation Roquette. Bienvenue. Alors Laurent, vous travaillez sur un projet de vaccin contre les allergies alimentaires. Il faut savoir aujourd'hui que 10% de la population est allergique et notamment des enfants. Alors Laurent, expliquez-nous comment ce vaccin peut révolutionner le traitement des allergies. Alors effectivement, mon laboratoire travaille sur un projet de vaccin dans l'allergie alimentaire, mais également dans plusieurs types d'allergies en général, puisqu'on s'attaque à une molécule qui est vraiment centrale dans les allergies, qui s'appelle les IgE, et qui est conservée dans plusieurs types d'allergies et dans tous les types d'allergies alimentaires. Donc on a mis au point un vaccin qui induit une réponse neutralisante contre les IgE, qui va neutraliser l'activité de ce médiateur de l'allergie. Et donc, grâce notamment au soutien de la Fondation Roquette, on a pu faire maintenant la preuve de concept de l'efficacité de ce vaccin. On a pu montrer qu'il protégeait vraiment sur le long terme contre des réactions allergiques alimentaires, et notamment contre la forme la plus sévère de l'allergie alimentaire, qui est le choc anaphylactique, qui est potentiellement fatal. Donc vous avez dit que grâce à la Fondation, votre projet a énormément avancé. Où va-t-il aller dans les prochains mois, les prochaines années ? Oui, alors ce financement et ce prix de la Fondation Roquette a été vraiment important parce que non seulement il nous a permis de mettre en valeur nos travaux et notre laboratoire, et en plus il nous a permis vraiment d'initier les premières expériences clés. Et on a maintenant reçu un financement de l'Europe grâce à ces expériences, un financement à hauteur de 2 millions d'euros pour poursuivre le développement de ce vaccin. Et on a trouvé un partenaire industriel français également qui va nous aider à essayer de pousser ce vaccin vers la clinique dans les prochaines années. Alors, et aujourd'hui, vous parlez d'un vaccin contre les allergies alimentaires et les allergies en tant que telles, mais est-ce que demain, il y en aura d'autres ? Alors, en fait, nous, on travaille sur 2 vaccins. Mon laboratoire travaille pas seulement sur l'allergie alimentaire, mais également sur l'asthme, qui est une autre forme d'allergie. Et pour l'asthme, on a mis au point, en prenant à peu près la même technologie, un autre vaccin qui, cette fois-ci, cible 2 molécules qui s'appellent IL-4 et IL-13. Et on a publié récemment les résultats de ce vaccin et on montre également que ça peut protéger contre les formes sévères d'asthme.
Donc effectivement, sur cette technologie-là, on va pouvoir étendre à plusieurs types d'allergies. Merci beaucoup, Laurent. Congrats for the work done on the anti-IgE vaccine for food allergies. Comme vous l'avez compris, le projet avance bien, soutenu par l'Europe. C'est une vraiment excellente nouvelle. Encore bravo, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé vos évolutions. On va continuer à vous encourager, évidemment, et excellente poursuite dans votre recherche. Merci Merci Laurent. beaucoup et encore merci à la Fondation d'avoir soutenu notre projet. Merci beaucoup Laurent. Nous accueillons tout de suite Éric Boulanger sur scène. Alors en effet, petit jingle en effet, c'est mieux pour vous recevoir, pour nous mettre en énergie, encore une fois pour cet entretien. Éric Boulanger, vous êtes spécialiste de la médecine, de la biologie du vieillissement au CHU, donc Centre Hospitalo-Universitaire de Lille. Vous êtes aussi membre du comité exécutif de la Fondation Roquette depuis sa création. Vous avez écrit un livre que j'ai ici, « Je décide de vieillir bien ». Vous avez, dans ce livre, en novembre dernier, écrit sur les réflexes à avoir, les conseils pour vieillir bien et profiter de la vie. C'est vrai que ça en vaut le coup. Alors moi, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que c'est que vieillir bien ou bien vieillir? Y a-t-il une différence? Et qu'est-ce que c'est? Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vieillir bien, en fait, ça répond enfin, bien vieillir, pardon, ça répond à des normes qui sont imposées par la société, par la science, par la médecine. Il faut cocher toutes les cases, sinon on ne réussit pas. Alors que vieillir bien, c'est vieillir en cochant un maximum de ces cases. Il y en a peut-être 2 ou 3 que l'on ne coche pas, mais il y en a une qu'on coche grandement, c'est plaisir. C'est-à-dire qu'il faut savoir accompagner son vieillissement. Il ne faut pas le subir. Hein. Souvent, on a l'impression de subir plein de choses qui nous tombent dessus. Et en accompagnant son vieillissement, on peut éviter beaucoup de pathologies. Parce qu'aujourd'hui, quand on avance en âge, malheureusement, on accumule des pathologies qui, pour la plupart ou un grand nombre d'entre elles, sont évitables. Et aujourd'hui, on est mal accompagné, mal informé de toutes ces pathologies qui sont évitables. Et donc, dans le livre, qui est vraiment grand public, il y a toute cette culture, cette éducation en santé pour essayer d'éviter toutes ces maladies évitables. N'hésitez pas à poser vos questions à Éric Boulanger dans le chat. Donc pour ceux qui sont sur place, vous allez avoir le QR code qui va s'afficher à l'écran dans un instant. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et pour ceux qui sont à distance, vous avez le module chat juste à droite de l'écran. Alors justement, Éric Boulanger, dans votre livre, vous dites « C'est notre pouvoir d'agir pour ne pas subir ». Mais justement, à quel âge on agit et comment on peut agir ? Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire attention. Et aujourd'hui, il y a le concept des 1000 premiers jours. C'est même plus un concept, hein, c'est une réalité. C'est-à-dire que les 1000 premiers jours de vie, entre la fécondation, la grossesse et les 2 premières années de vie, il y a déjà un certain nombre de facteurs qui vont influencer la santé de la vie d'adulte. Et donc, la santé de la vie d'adulte, la santé de la personne qui va avancer en âge et qui va être dans le grand âge. Aujourd'hui, la période charnière, elle se situe vraiment vers les 50 ans ou 55 ans. C'est un peu avant la retraite où il faut commencer à mettre toutes les chances de son côté. Alors, ce qui a été démontré par toutes les études aujourd'hui, si on prend le train du vieillir bien, c'est la locomotive, c'est l'activité physique. Parce que s'il y a activité physique, en général, il y a nutrition adaptée ou optimale. Il y a je me force à bien voir, je me force à bien entendre. En général, il y a plus d'interaction sociale. Et donc, toutes ces choses aujourd'hui sont vraiment... tous ces wagons arrivent derrière l'activité physique et il faut promouvoir l'activité physique pour bien vieillir. Ça, c'est vraiment démontré par toutes les études. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas été bon ou on est passé à côté. C'est le sommeil. Hein. Il y a un système qui a été mis en évidence il y a quelques années. C'est le système glymphatique. Quand vous dormez et que vous passez en sommeil profond, toutes les 20 secondes, il y a un système d'épuration du cerveau qui se met en route et qui épure votre cerveau des molécules que vous avez accumulées la journée, notamment les molécules qui s'accumulent au cours de la maladie d'Alzheimer. Retarder une cataracte, quand on doit se faire opérer, que l'indication est là, on sait aujourd'hui, ça a été démontré que si on retarde, on va accélérer son vieillissement cérébral parce que ça fera autant d'heures, de journées où le cerveau n'est pas stimulé par la rétine. Pareil pour l'audition. Donc c'est toutes ces petites choses qui sont assez nouvelles de prendre en charge en fait tout ce qui commence à dysfonctionner. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de repérer tout ce qui dysfonctionne pour justement essayer de remonter vers un statut qui vous permet d'aller le plus loin possible en bonne santé.
c'est pas vieillir le plus longtemps possible, c'est vieillir loin, en bonne santé. Alors dans le chat, il y a une question, vous êtes partiellement en train d'y répondre, donc si vous voulez la compléter, c'est quelles sont ces maladies évitables ? Alors, la plus belle des maladies, mais je dis belle vraiment entre guillemets, c'est le diabète de type 2, qui démarre la plupart du temps par un comportement de l'activité physique qui n'est pas adapté, un comportement de la nutrition qui n'est pas adapté, et puis on devient prédiabétique, diabétique, et puis le diabète, ça fait pas mal, mais 5 ans, 10 ans ou 15 ans après, on a toutes les complications du diabète, et aujourd'hui, quand on fait le tour en gériatrie, il y a quasiment plus d'un patient sur 2 qui a un diabète qui est multicompliqué. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette maladie qu'on peut prévenir le plus. Vous avez développé une app Tempoform, où vous êtes en cours de développement d'une app Tempoform qui propose un parcours de prévention santé visant à repérer, évaluer et accompagner la fragilité et la préfragilité, qui sont deux stades que vous nous expliquerez certainement dans un instant, pour les personnes avançant en âge, en particulier dans les Hauts-de-France, mais aussi partout parce que c'est une application. Cette application a pour objectif d'améliorer l'espérance de vie de tous et toutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet que vous avez ici, dans les Hauts-de-France, et qui a une portée, et qui aura une portée, certainement un rayonnement national, voire plus ? Alors Tempoform, c'est même plus un projet, c'est un programme. On est 4 partenaires, CHU Lille, CHU d'Amiens, Institut des rencontres de la forme, IRFO et Kelindi, une jeune société de e-santé. Et donc dans ce programme, en fait, il y a effectivement une application. Donc cette application, vous pouvez la télécharger ce soir, faire les tests chez vous. Elle a pour objectif de vous faire peut-être prendre conscience qu'il y a des petites choses qu'on pourrait accompagner. Et accompagner, pourquoi ? C'est parce que au cours du vieillissement et de l'avancée en âge, soit vous restez robuste jusqu'à votre mort, et c'est super, soit malheureusement vous avez le vieillissement le plus pathologique qui soit et vous rentrez dans la dépendance. Et entre deux, il y a cet état de fragilité. Et aujourd'hui, on a du mal de repérer cet état de fragilité. Dans 5, 10 ou 15 ans, on aura certainement mieux avancé, mais jamais on va faire un scanner, jamais on fait une prise de sang pour savoir si on est fragile. Donc on a développé dans le cadre du programme Tempoform cette application qui permet de vous auto-repérer, c'est une application d'auto-évaluation qui vous permet de savoir s'il y a des petites choses à prendre en charge. Et donc, s'il y a des choses qui s'allument, vous êtes orienté vers votre médecin traitant qui soit lui prend en charge cette fragilité pour essayer de la réverser, parce que l'intérêt de repérer la fragilité, même si c'est difficile à faire, c'est qu'on sait que théoriquement, cette fragilité est réversible et doit pouvoir être remontée à un état de robuste et vous amener à mourir en étant en pleine forme. Et donc, dans ce programme Tempoform, il y a l'application, il y a des formations, il y a un site web et puis il y a un espace Tempoform qui est au CHU de Lille. Le lancement du programme aura lieu le 30 mai. Et dans cet espace Tempoform, on a différents niveaux d'offres, d'accompagnement à la fragilité, parce que c'est compliqué, même pour nous gériatres, ça peut être compliqué pour d'autres disciplines. Dans cet espace Tempoform, on a 3 niveaux de recours, la téléexpertise, la téléconsultation et des bilans bien vieillir. Vous venez et puis on vous dit comment il faut essayer de rectifier le tir pour remonter à robuste si on vous dépiste une fragilité. Merci Éric Boulanger, je pense qu'on va tous aller télécharger cette application ce soir pour aller mesurer ce niveau et pouvoir agir, puisqu'on comprend bien qu'il est possible de bien vieillir en bonne santé. Merci beaucoup Éric Boulanger. Merci beaucoup. Nous accueillons tout de suite Anne Lambin, déléguée générale de la Fondation Roquette. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous dans la salle, mais aussi avec vous qui êtes derrière l'écran. Alors, ce prix de recherche, c'est vraiment une étape importante dans la vie de la Fondation. Il est complètement aligné avec l'un de nos axes, qui est celui de croire au progrès. Et donc, pour cette deuxième édition, la thématique était une thématique assez proche de celle de la première. C'était la prévention en santé, quels enjeux, quelles approches, en passant par l'alimentation. Donc on avait décidé cette année d'ouvrir ce prix de manière un peu plus large, et notamment à des chercheurs de moins de 40 ans dans les pays européens de nos lieux d'implantation, où l'entreprise Roquette est implantée. Et donc nous avons reçu plusieurs dossiers de l'étranger et aussi beaucoup de dossiers français. Et donc avec le jury composé de 8 experts qui étaient soit des experts externes, soit des experts internes, des spécialistes dans notre entreprise, plus du lauréat de l'année dernière, Laurent Rebert. Nous avons étudié tous ces dossiers
Et comme l'année dernière, enfin comme il y a 2 ans, tous ces dossiers étaient très bons, de qualité, très intéressants, et c'était difficile pour nous d'en en choisir qu'un. Et donc nous avons décidé de remettre un prix coup de cœur, comme nous l'avions fait aussi il y a 2 ans, pour récompenser un jeune chercheur et l'encourager pour la poursuite de ses travaux. Donc cette année, le prix coup de cœur, je vais lever tout de suite le suspense, est remis à Jean-Baptiste Bizot de l'INRA de Dijon. Et pour sa recherche, alors je vais la lire pour être sûre de ne pas me tromper, l'influence de notre rapport alimentaire en acides gras sur le vieillissement en bonne santé de nos neurones cérébraux et rétiniens. Félicitations Jean-Baptiste. Rejoignez-nous sur scène. Congrats Jean-Baptiste for this Jury's Favorite Award. Félicitations Jean-Baptiste pour ce prix coup de cœur. Je vous rassure tout de suite, l'entretien sera en français. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous rédigez aujourd'hui votre thèse en 3e année de doctorat à l'école doctorale Environnement Santé à Dijon. Votre travail est tourné vers l'impact de l'alimentation sur les mécanismes des tissus nerveux. Ça fait un sujet qui n'est pas toujours très simple. Peut-être qu'on peut commencer à s'attaquer à ces mécanismes des tissus nerveux. Quels sont-ils et comment ils fonctionnent et à quoi ils servent certainement pour notre corps? D'abord, bonsoir à tous. Je suis très ravi d'être ici ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord la Fondation Roquette ainsi que les membres du jury de m'avoir sélectionné comme prix coup de cœur. Du coup, pour répondre à votre question, donc, du coup, il faut savoir que lors de notre vieillissement, du coup, de nombreuses pathologies vont apparaître lors de ce vieillissement. Du coup, et nous nous intéressons dans notre laboratoire, du coup, plus particulièrement au cerveau et à la rétine. Et il faut savoir que du coup, ces pathologies sont souvent impactées par notre alimentation. Donc, du coup, dans le laboratoire, nous étudions l'impact de l'alimentation sur ces tissus nerveux, et plus particulièrement sur un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. Donc, l'autophagie, c'est un mécanisme de tri, de recyclage dans la cellule qui permet de dégrader tous les composés toxiques qui pourraient l'être pour notre organisme. Et il faut savoir qu'avec le vieillissement, ce mécanisme va décliner pour des raisons X, Y. Et du coup, il a été montré, ou ils ont montré qu'avec l'alimentation, nous pouvons maintenir ce niveau d'autophagie dans nos tissus nerveux afin de permettre permettre qu'il n'y ait pas de pathologie apparente, enfin de pathologie qui se développe du coup, comme les maladies d'Alzheimer ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, liée avec cette alimentation et ce mécanisme d'autophagie. Finalement, en fait, il y a 2 enjeux à votre projet, la prévention en santé, mais également les comportements alimentaires qui sont à changer ou en tout cas à faire évoluer. Comment, du coup, vous travaillez? Quelles sont les grandes lignes de vos travaux pour travailler sur ces 2 thématiques? Du coup, les grandes lignes de nos travaux, c'est que nous nous basons sur les recommandations des agences de santé. Donc, pour cela, nous mimons des régimes de type occidental que nous avons actuellement, en nous basant sur les recommandations également des agences de santé et voir l'impact que cela pourrait avoir sur, en l'occurrence, du coup, le mécanisme moléculaire que nous étudions, donc l'autophagie, et savoir quelle influence il pourrait avoir sur des pathologies liées au vieillissement. On aimerait, on se pose toujours cette question-là dans un prix coup de cœur où vous êtes en pleine recherche. Quelles sont les prochaines étapes? Quels sont les endroits où vous voulez aller avec cette recherche? Qu'est-ce que vous voulez nous conseiller aussi dans notre alimentation à nous au quotidien de changer, de faire différemment ou de continuer à bien faire? Du coup, pour le futur du projet de recherche, donc du coup, ça serait de montrer du coup l'impact que pourrait avoir du coup notre alimentation sur ce mécanisme et sur le vieillissement du coup en bonne santé de nos tissus nerveux. Et du coup aussi, il faut savoir que du coup, lors du vieillissement, il y a de nombreuses pathologies qui sont apparentes et qui sont souvent liées à un défaut en autophagie, donc le mécanisme que nous étudions. Et du coup, cela permettrait d'apporter des preuves de concept sur la recommandation nutritionnelle que les agences nous recommandent sur ce mécanisme et sur du coup d'autres pathologies aussi liées au vieillissement ou non. Et du coup, voilà.
Merci beaucoup. We understand better the mechanism of autophagy. We didn't find any translation for autophagy. Maybe you will give it later. That is responsible for the age of our cells and how it's important to eat well and to make some efforts in order to age better. Il est maintenant temps d'accueillir Aurélie Zunino et Manon Dugré de la chaire Anka sur un jingle parce qu'on adore ça. Bonsoir mesdames, je vous laisse vous installer. Vous êtes tous les deux coordinatrices de projets pédagogiques. You are project coordinators at the Anka chair. Et finalement, la chaire Anka, ça signifie alimentation, nutrition, comportement alimentaire. C'est une chaire qui est partenariale de la Fondation AgroParisTech, que la Fondation Roquette soutient depuis novembre 2021. Juste avant de vous poser une toute petite question sur finalement qu'est-ce que la chaire, je vous laisse réfléchir. Je m'adresse à vous qui nous écoutez, qui continuez à nous écouter. Vous allez avoir à l'écran, si notre régie nous suit toujours, le QR code pour continuer à poser vos questions, à encourager, à féliciter. Vous qui nous suivez en live, on espère que vous n'êtes pas endormis derrière votre écran, parce qu'on a besoin de vous aussi à travers le chat. Montrez-nous que vous êtes derrière. Et puis, tout de suite, on va démarrer avec cette question. Qu'est-ce que, finalement, la chaire Anka? Quel est son domaine d'action? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation. La chaire Anka, c'est donc une chaire partenariale effectivement d'AgroParisTech, un projet donc, de cette école d'ingénieurs qui forme aux sciences du vivant. Et on existe depuis 10 ans et on essaye d'expérimenter justement des moyens pour accompagner les comportements alimentaires des citoyens vers des régimes alimentaires qui se veulent sains et durables. Et c'est effectivement une chaire qui se veut partenariale puisqu'on est vraiment dans cette logique de co-construction, d'action, d'être dans l'innovation avec des enseignants-chercheurs, mais aussi des partenaires comme la Fondation Roquette, effectivement, qui nous soutient. Et on est vraiment dans une logique de recherche-action. Donc il y a vraiment cette idée de bien comprendre les comportements alimentaires, comprendre la cible à laquelle on souhaite s'adresser, de développer des actions qui sont le plus ludiques possible, le plus concrètes et qui prennent en compte justement ces freins. Et puis, on est une chaire qui est vraiment portée dans l'intérêt général. Et donc, on a pour vocation de communiquer, de partager les savoirs et les connaissances pour essayer d'améliorer aussi les connaissances sur l'éducation alimentaire et les leviers justement pour réussir à accompagner ces comportements. Et justement, vous parlez comportement alimentaire, mais il me semble savoir que vous travaillez notamment sur les comportements alimentaires des 18-35 ans. Comment, justement, quels outils vous développez, sur quels axes vous travaillez pour toucher et promouvoir cette alimentation auprès des 18-35 ans pardon. Ouais, peut-être juste préciser pourquoi on a choisi cette cible. C'est vrai qu'elle est un peu, on va dire, particulière. Enfin, on a travaillé dans le passé sur différentes cibles, mais elle nous semble extrêmement pertinente. C'est déjà une génération qui est beaucoup plus hétérogène qu'on ne croit, puisqu'on parle des jeunes adultes, que sont par exemple des étudiants, jusqu'à des jeunes actifs ou encore des jeunes parents. Et en fait, on se rend compte qu'à chacune de ces tranches d'âge, il y a des comportements alimentaires nouveaux qui peuvent s'installer. On est à des périodes de transition, donc du coup, c'est des périodes assez favorables aussi pour installer des nouveaux comportements. C'est des périodes qui sont parfois aussi difficiles d'un point de vue pour bien s'alimenter, particulièrement quand on est étudiant, qu'on est assez contraint par un budget ou contraint par l'environnement, qu'on n'a pas une grande cuisine, etc. Donc du coup, c'est une cible qui nous paraît extrêmement intéressante pour toutes ces raisons. Et du coup, comment on s'y prend pour leur parler d'alimentation durable et essayer d'influencer leur comportement alimentaire? Donc, comme disait Aurélie tout à l'heure, on a un grand axe de travail à la chaire qui est vraiment cet aspect de recherche-action. Et donc, on cherche vraiment, quand on développe des programmes, à faire des audits auprès de cette cible pour vraiment comprendre quels vont être les leviers de changement de comportement, quelles vont être leurs motivations à changer de comportement, mais aussi les freins qu'ils rencontrent pour changer de comportement. Et donc, Aurélie le disait, on a des réalités très différentes au sein de cette cible. Donc, c'est vrai que, par exemple, les étudiants vont avoir généralement des contraintes budgétaires plus importantes que leurs aînés. De la même manière, les jeunes parents vont aussi avoir des préoccupations différentes. Généralement, l'arrivée des enfants, ça fait qu'on est plus alerte et que, généralement, on est plus sensible, par exemple, aux arguments de santé dans l'alimentation. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va essayer d'analyser dans ces audits qu'on met en place dans nos projets. Et peut-être pour vous donner un exemple justement de projet qu'on a pu mettre en place récemment auprès de cette cible. Donc on
On a développé ce projet l'année dernière, donc c'est un projet qui s'appelait Je mange pour le futur. Le concept est un petit peu original. On utilise beaucoup à la chaire Anca le numérique et les réseaux sociaux pour faire cette sensibilisation. Et donc, on a développé ce programme sur notre compte Instagram, Je mange pour le futur. Et l'idée, c'était vraiment d'utiliser le storytelling. Donc, on a inventé un personnage fictif qui est une héroïne, une jeune femme de 26 ans, dans lequel la population des 18-35 ans peuvent s'identifier. Et vraiment, en utilisant tous les résultats de cet audit, on avait cette héroïne qui se posait un peu les mêmes interrogations que les 18-35 ans. Et donc, cette personne décide de mener un peu son enquête pour savoir concrètement qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine et durable et très concrètement, quel changement elle doit opérer dans son assiette pour adopter une alimentation plus durable. Et donc, elle part à la rencontre à la fois d'experts qui vont lui dire ce que dit la science sur le sujet, parce qu'on on sait que c'est un sujet quand même très complexe. Et donc, il y avait cette vraie vocation de vulgariser les savoirs et de pouvoir rendre accessible aussi la parole de chercheurs qui connaissent un petit peu aussi les conclusions qu'on peut tirer justement sur ce sujet de l'alimentation durable. Mais il y a aussi, au-delà de l'aspect théorique, on a vraiment voulu renforcer tous les aspects des conseils très pratico-pratiques. Donc Sacha, elle rencontre par exemple des personnes de son quartier, des bouchers, des boulangers, pour savoir très concrètement comment choisir ses aliments. Et on la voit aussi expérimenter dans son quotidien des recettes de cuisine, pour voir qu'est-ce qui peut lui plaire justement dans cette alimentation durable et voir aussi que c'est accessible, que c'est pas quelque chose justement de trop complexe et que dans la vie de tous les jours, elle peut opérer des petits changements qui sont à sa portée. Alors là, on a envie de vous proposer quelque chose peut-être formidable, c'est de vous donner l'opportunité aujourd'hui d'envoyer un message, peut-être un SMS pour être limité en nombre de caractères, bien qu'aujourd'hui la technologie a bien avancé et on peut se permettre de mettre des longs messages sur les SMS. Et si vous aviez un message pour les 18-35 ans, un SMS, quel serait-il ? On peut imaginer que c'est Sacha du coup qui essaierait donc de communiquer auprès de sa communauté. C'est vrai que nous, ce qui nous surprend, c'est que l'alimentation durable, c'est vraiment vu comme quelque chose de très contraignant aujourd'hui par les consommateurs. C'est vu comme quelque chose de fade, qui coûte plus cher ou qui demande de passer 2 heures en cuisine tous les jours. Donc ce qu'on aimerait leur dire, c'est que non, que l'alimentation durable, ça peut vraiment être source de plaisir et de découverte. Et par exemple, une alimentation plus végétale, ça peut aussi être gourmand et rassasiant. Et pour leur prouver que c'est possible, on les inviterait à découvrir une recette justement de falafel à base de pois chiches et de noix qui est disponible sur notre compte et qui montre justement qu'on peut avoir une recette qui soit à la fois économique, bonne pour la santé et vraiment source de plaisir. Bon, vous avez dépassé un peu le nombre de caractères dans SMS quand même. On nous a dit que le nombre de caractères était plus limité. Le nombre de caractères n'est plus limité. On allait demander en régie d'écrire le SMS. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en une phrase ? Et peut-être qu'on mettra le lien vers votre compte Instagram qui permettra d'élargir ce message. Donc, vas-y Aurélie. Vas-y. Manger plus durable, c'est aussi se faire plaisir et ça peut être très gourmand. Et tester ces recettes autour de vous ce soir, lors d'un apéro. Vous ne serez pas déçus. Alors cette fois, on espère que la régie a bien entendu, parce que... On va faire apparaître le SMS tout de suite dans le chat. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à partager à tous les 18-35 ans que vous connaissez. L'idée, c'est que nous aussi, on puisse promouvoir finalement une alimentation plus durable. Merci Aurélie, merci Manon. Merci Thanks a lot, encore pour votre invitation. Aurélie and Manon. We are more aware of the behaviors of 18-35 years old in sustainable food. Thanks a lot. Il est temps de passer au moment tant attendu de cette soirée, évidemment. Vous en doutez, la remise du prix de la recherche 2022. Alors pour ce faire, j'invite Édouard Roquette à nous rejoindre sur ce plateau en tant que président de la fondation et du groupe Roquette, sur un jingle comme toujours. Bonsoir Margot, bonsoir Geoffroy, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être présent ce soir dans ce très beau lieu d'ailleurs, qui est en métropole lilloise. Je fais la promotion de ce site parce que c'est un très beau site. Donc la Chambre des métiers de l'artisanat. Je ne sais pas si vous aviez donné le nom de ce site. Pas encore.
donc un très beau site. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'attribuer pour la deuxième fois le prix de la Fondation Rocket pour la Santé. La Fondation Rocket pour la Santé a été créée il y a 5 ans. C'est une jeune fondation. Cette fondation amplifie la mission et les valeurs du groupe. Le groupe, lui, est un petit peu plus âgé. Il fêtera ses 90 ans en 2023. Le groupe a donc été créé en 1933. Et avec la Fondation Rocket pour la Santé, qui a donc été créée en 2017, eh bien, nous amplifions à la fois la mission et les valeurs du groupe Rocket. Les 4 valeurs du groupe que nous mettons en avant, c'est l'authenticité, l'anticipation, le bien-être et l'excellence. Donc la Fondation Rocket pour la Santé est au service de la santé et d'une bonne alimentation. Elle encourage les nouvelles initiatives et la recherche scientifique et sociologique sur la thématique de l'alimentation et de la nutrition. Et cette année en particulier, nous avons le plaisir de décerner ce 2e prix de la Fondation Rocket pour la Santé à une chercheuse qui a beaucoup œuvré sur cette thématique et elle œuvre actuellement au sein d'un laboratoire, le laboratoire Siméos, à l'université de Bourgogne, installé donc à Dijon. Et j'ai donc le très grand plaisir d'accueillir ce soir Clémentine Hugol-Gential, à qui nous avons le très grand plaisir donc de remettre le prix de la Fondation Rocket pour la Santé. Bravo Clémentine, au nom de toute l'équipe de la Fondation. Je vais le poser. Au nom de toute l'équipe de la Fondation. Je vais le poser. Je vous remercie beaucoup déjà pour l'accueil. Je suis ravie d'être ici et je vous remercie très chaleureusement pour la remise de ce prix. Félicitations. Merci. Welcome, congrats, parce qu'on continue notre soirée un peu internationale pour les personnes qui nous suivent à distance. We are happy to be here with you and to have this award that is offered to discuss. You're here to discuss a bit more about feeding and the campaigns for the teenager about feeding. Félicitations Clémentine, congrats Clémentine. You're Deputy Director of the Simeos Laboratory and of course the winner of the 2022 Rocket Foundation Research Award. Votre projet, il parle des assiettes et du corps sur les réseaux sociaux, comment prévenir, sensibiliser les adolescents autour de l'alimentation santé. Alors justement, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur cette thématique? Quel est votre parcours de recherche? Alors mon parcours de recherche, déjà j'ai fait une thèse en linguistique où je travaillais sur les discours gastronomiques dans un environnement qui s'y prêtait bien, parce que j'ai fait ma thèse à l'Institut Paul Bocuse, donc pour étudier les discours gastronomiques, ça se prêtait bien. Et puis progressivement, je me suis intéressée donc au discours de marque, des acteurs qui parlent de notre alimentation, et les discours de santé publique également. Et dans tous ces discours qui circulent, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui nous parlent de notre alimentation. J'ai toujours, déjà rien qu'à niveau d'État, on a 3 ministères qui nous parlent de notre alimentation. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Tous n'ont pas les mêmes intérêts, tous n'œuvrent pas pour les mêmes acteurs. Donc rien qu'à niveau d'État, déjà, on a trois personnes qui nous parlent, enfin 3 entités. Et après, si on regarde autour de nous, beaucoup de monde nous parle de notre alimentation. Et les réseaux sociaux sont aujourd'hui une chambre d'écoute et une chambre d'écho très forte des discours qui circulent autour de notre alimentation. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que pendant plusieurs années, je me suis intéressée au travers d'un projet ANR que j'ai piloté à la question de la dénutrition et des traces corporelles, le corps qui se décharne, le corps, l'image du corps qui se modifie. Et donc les réseaux sociaux, c'est une mise en discours et une mise en image. Et c'était ça aussi qui m'intéressait aujourd'hui, de regarder comment on publicise aussi bien notre assiette que nos corps et quel type de corps et d'assiette on publicise aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, ma question, elle est assez simple, c'est pourquoi aborder ce projet-là auprès des adolescents?
C'est un âge charnière, l'adolescence. C'est un âge de modification corporelle, physiologique. C'est un âge aussi de quête identitaire. On va se chercher, on va se construire une identité. C'est un âge aussi où apparaissent souvent des troubles du comportement alimentaire, des conduites alimentaires. Donc, on estime aujourd'hui qu'1 million de personnes en France sont touchées par les TCA. Donc c'est un âge vraiment clé et c'est un âge où on est très consommateur de réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'âge légal pour être inscrit sur un réseau social, c'est 13 ans. Mais on sait que beaucoup de jeunes s'y trouvent avant. 13 ans, c'est pas neutre. L'âge a été fixé légalement parce qu'on estime qu'à 13 ans, un enfant adolescent, préadolescent arrive à commencer à faire la distinction entre les choses. Ça reste quand même très jeune, 13 ans, pour arriver à faire la part des choses entre le vrai, le faux, entre la somme d'informations qui va circuler. Donc c'est un âge extrêmement important. Alors justement, pour en revenir au prix remis ce soir par la Fondation Roquette, qu'est-ce qu'il va vous permettre, ce prix? Qu'est-ce qu'il va vous apporter également? Alors ce prix, il vise à mieux comprendre comment aujourd'hui les collégiens notamment prennent en charge les réseaux sociaux, du point de vue de l'alimentation, comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui les intéresse. On sait qu'aujourd'hui, il y a des formats qui ne sont pas toujours très bons pour la santé, des formats challenge, où par exemple, on va devoir maigrir une partie du corps très spécifique. Il y avait eu un challenge qui s'appelait le A4 Challenge, où il fallait que la taille soit aussi épaisse qu'une feuille A4, qui avait été très suivi par les jeunes filles, avec beaucoup de relais. Donc, ce qui nous intéresse, c'est un peu de voir aujourd'hui comment ils s'en servent et comment on pourrait travailler avec eux sur l'information et la question de la désinformation et développer des outils de lecture critique autour de ça, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news. Il y a des fake diets aussi, des faux régimes qui circulent, des challenges qui ne sont pas très bons pour la santé et pour l'alimentation. Et comment on arrive à les informer et sensibiliser, mais en faisant ça avec eux, en étant dans une démarche compréhensive et participative, non pas quelque chose d'ascendant, écrasant, mais d'être au contraire dans des groupes. Donc l'idée, ça serait de fonder des groupes, de discuter avec eux et de mettre en place des premiers outils de compréhension, de lecture critique de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Merci Clémentine. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci The à project sounds super nice, and the campaigns you're planning to do sound promising too. So thank you very much. Congrats again. Bravo. Merci beaucoup. Merci Edouard Roquette d'être avec nous aussi pour cette remise de prix. On vous souhaite énormément de réussite dans la suite de votre projet et un excellent parcours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de conseils ce soir, beaucoup d'astuces. Je pense qu'il est temps de mettre en pratique finalement ces conseils et astuces qu'on a reçus. Et pour cela, on va recevoir Bastien Donien des Paniers de Léa qui nous rejoint tout de suite sur scène. Bastien, vous êtes cofondateur des Paniers de Léa. Bienvenue. Merci. Geoffroy, je pense qu'il est temps d'enfiler ton tablier. Je ne sais pas si tu en as prévu un, mais il est temps en tout cas. Bastien, j'en ai un. Oui, il est orange, il est là-bas. Ça m'évitera de tâcher ma veste. Hop. Il est sur la petite table derrière. Merci, c'est tout bon. Je m'équipe et je vous laisse discuter un peu. Et Geoffroy va nous réaliser 1, voire 2 cocktails santé. Tout est fait. Pendant que nous... Alors, du coup... On va expliquer finalement ce qu'il y a dans ces cocktails santé. Quels sont les ingrédients de ces cocktails? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle un jus détox, donc qui est réalisé avec une centrifugeuse, donc les fruits en entier, qui sont une machine qui permet d'extraire le jus et d'écarter la matière organique. Et donc, on va préparer un jus de pomme, carotte et gingembre. Et vous pourrez goûter d'ailleurs à ce jus détox juste après la cérémonie, juste derrière. Et on a un smoothie qui est réalisé avec un blender, donc l'appareil blanc que beaucoup ont à la maison. Donc un smoothie santé à base de kiwi, concombre, feuilles d'épinards et jus de pomme. Bien. Ça donne envie. Geoffroy, à toi de nous réaliser tout ça. Alors, Bastien, donc je le disais, vous êtes cofondateur des Paniers de Léa. Donc, les Paniers de Léa, qui est une entreprise du Nord qui œuvre pour une alimentation saine, notamment au travail.
Donc, vous avez imaginé finalement ce cocktail avec les équipes, mais vous avez aussi finalement travaillé sur d'autres thématiques, et notamment la thématique du RAB. Donc, il y a du RAB. Vous avez créé une association qui aide les jeunes à mieux manger, les étudiants, et qui lutte contre la précarité alimentaire. Alors, expliquez-nous comment cette idée elle vous est venue. En fait, c'est un chemin. Nous, au début du confinement, notre activité a été fortement impactée par le fait que les gens soient enfermés chez eux. Donc nous, notre travail est basé sur le lien social et physique dans l'entreprise. Donc il a fallu, pas se réinventer, mais trouver le fameux monde d'après. Et donc on a décidé de s'appuyer sur nos valeurs et nos engagements pour essayer de trouver... pas des portes de sortie, mais en tout cas des activités complémentaires. Et en fait, on est tombé très rapidement, enfin, on travaillait sur des sujets de gaspillage alimentaire et de zéro déchet depuis quelques temps, et on a mis le doigt sur le gaspillage alimentaire chez les producteurs, qui représentent 30% de leur récolte. Et donc, sous les yeux, quand vous voyez 30% d'une récolte de producteurs qui partent à la poubelle, c'est juste impressionnant. Et on s'est dit qu'il fallait travailler ce sujet. Donc on a développé, on a testé différents modèles, et notamment le fait de proposer des paniers de fruits anti-gaspi, des paniers de fruits et légumes anti-gaspi aux particuliers. Et on a monté un partenariat avec les banques alimentaires au niveau national pour que chaque panier qu'on vende, nous, aux particuliers, on reverse 1 kilo de fruits et légumes aux banques alimentaires. Et en fait, l'association Et l'idée de l'association est venue de là, puisque les banques alimentaires nous ont, entre guillemets, routé des étudiants en situation de précarité, qui avaient monté un projet qui s'appelle 5000 paniers solidaires, et qui avait un peu de fonds pour nous acheter des paniers, et donc des paniers anti-gaspi. Et donc on a décidé de leur proposer ces paniers. Et puis je ne sais pas si tu as des questions encore, mais j'en dis pas plus. Mais on a donc créé une asso à la suite de cette histoire. Alors j'ai une question, mais déjà un petit aparté. Donc pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos photos des cocktails que j'espère vous êtes en train de réaliser. Et pour ceux qui sont sur place, on se retrouve après de toute façon pour goûter ça. Alors justement, combien d'étudiants, Bastien, touchez-vous avec Y a du RAB? Alors aujourd'hui, Y a du RAB est une asso qui vient d'être créée, qui sera entre guillemets opérationnelle à partir de septembre. Donc aujourd'hui, c'est les paniers de Léa qui portent le projet. Et on distribue 300 paniers de fruits et légumes chaque semaine aux étudiants. Il y a du RAB, pour préciser, c'est une association qui va chercher le RAB où il y en a pour le donner à ceux qui en ont besoin. Et donc du coup, ceux qui ont du RAB, donc vous l'avez compris, c'est les producteurs qui ont du gaspillage à valoriser. Et c'est aussi les mécènes privés qui souhaitent soutenir cette activité pour financer des paniers pour ceux qui en ont besoin. C'est les étudiants en situation de précarité qui sont à peu près de l'ordre de 60 ou 70 000 rien que dans les Hauts-de-France. Donc c'est juste impressionnant. Donc aujourd'hui, on distribue 300 paniers par semaine. C'est une sorte de goutte d'eau, mais c'est déjà bien. Et on cherche à en distribuer 1200. On vise 1200 paniers par semaine dans 2 ans, avec pour chaque distribution des ateliers de sensibilisation comme celui-ci, pour expliquer comment on peut utiliser les produits qui sont dans les paniers. Alors, je ne sais pas si vous avez les bonnes odeurs qui arrivent jusqu'à vous, mais en tout cas, ça se prépare. On va peut-être se rapprocher de Geoffroy, Bastien, pour aller voir ce qui se passe. Il reste le blender à activer, et on va pouvoir goûter ça. Est-ce que je peux te demander de travailler sur la centrifugeuse? C'est pas un outil que j'utilise souvent. Ça a l'air de pas trop mal se passer, mais comme ça, je te laisse bosser un peu pendant que j'épluche le kiwi. Oui, parce que du coup, il reste le deuxième cocktail à préparer. Geoffroy, on a hâte de goûter ça. Il va falloir se dépêcher. Et donc là, le premier, tu peux nous rappeler les ingrédients, Bastien, peut-être? Pommes, carottes et gingembre. Pommes, carottes et gingembre. Donc pour ceux qui sont dans la salle, vous allez goûter ça juste après. Je fais le cobaye. Merci. Alors en plus d'être bon pour la santé, c'est super bon à boire. Donc vraiment, je pense que vous pouvez avoir hâte de goûter ça. Merci beaucoup, Geoffroy et Bastien. Et le deuxième arrive avec le blender. Le petit bout. Couper ton micro peut-être.
Alors comme vous voyez, c'est super simple, hein, en quelques instants. Alors moi je vais goûter peut-être le deuxième, parce qu'après avoir travaillé, ça vaut le coup. Donc ce petit cocktail, on a mis 20 centilitres de jus de pomme, quelques feuilles d'épinards et un kiwi, tout simplement. Alors il y avait un concombre, je ne sais pas trop pourquoi, mais il était dans la recette. Bon, je le goûte sans, et j'espère qu'on le goûtera avec tout à l'heure. Beaucoup plus texture de smoothie qu'un jus, et délicieux. Merci beaucoup, Bastien. Vous pouvez goûter Merci, ces jus Geoffroy. à la sortie. Merci. Vous retrouverez en effet ces jus lors du cocktail pour ceux qui ont la chance d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on arrive finalement à la fin de cette cérémonie et je pense qu'il est temps de procéder finalement au remerciement de tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie. Je pense dans un premier temps aux intervenants, sans qui cette cérémonie évidemment n'aurait pas été possible. Donc Laurent Rébert qu'on avait en duplex tout à l'heure, Éric Boulanger également, Aurélie Zunino et Manon Dugré qui étaient là également, et puis Bastien Donien qui conclut cette cérémonie parfaitement. On remercie également les candidats, sans qui évidemment ce prix n'aurait pas eu lieu. Donc vous pouvez nous rejoindre sur scène, les intervenants, mais également Clémentine et Jean-Baptiste. N'hésitez pas, on va faire une petite photo pour immortaliser tout ça. Et puis on a les membres du comité exécutif de la Fondation Roquette qui peuvent nous rejoindre également sur cette scène. En effet, il y a de nombreuses personnes qui ont œuvré dans la Fondation Roquette. On peut mettre un petit jingle en fond, que ça soit un peu moins bizarre, qui nous rejoignent sur scène. On a tous les membres du comité exécutif de la Fondation Roquette et toutes les personnes qui ont œuvré pour cette soirée. Donc Édouard Roquette, les professeurs Éric Boulanger, Frédéric Gautran, Camille Bonduel, Victoire Deloy. Il y a Eduardo Menchaca, Sergio Neves et il y a aussi, même s'ils ne font pas partie du comité exécutif, Anne Lambin et Pierre Courduroux, qui est le directeur général de Roquette. S'il vous plaît, rejoignez-nous, recentrez-vous, on va faire une belle photo. Allez-y. Allez-y. Je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail qui est fait à la Fondation et qui permet de récompenser ces projets. Alors vraiment, toutes nos félicitations à nos deux lauréats. Félicitations à toutes les équipes et tous les intervenants. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et n'hésitez pas à suivre les actualités de la Fondation sur LinkedIn et sur Facebook, mais également sur le site web de la Fondation Roquette. Do not hesitate to follow the news of the Roquette Foundation on our LinkedIn page and also on our Facebook page, but also on our website. Thanks a lot.